C'est un événement qui n'a pas forcément fait la une des médias avec les fêtes, et pourtant c'est un événement absolument majeur. L'Ukraine a définitivement arrêté toute livraison de gaz russe en Europe via son territoire ce mercredi 1er janvier. Et c'est une mesure qui inquiète pas mal de pays européens qui dépendent fortement du gaz venant de la Russie. Alors pourquoi cet arrêt soudain, comment l'analyser et quelles vont être les conséquences pour les consommateurs dans l'Union européenne? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de nouvel an. Encore bonne année pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo hier. On est donc parti avec ce nouveau sujet à la une des actualités du jour. Alors depuis ce 31 décembre à minuit donc, il n'y a plus aucun gaz russe qui transite par l'Ukraine pour arriver en Europe. Et avant en fait, il transitait via un gazoduc qui s'appelait Brotherhood, aussi appelé transsibérien, et qui s'étend sur 4500 km. Et cette fermeture du robinet, en tout cas du robinet qui passe par l'Ukraine, c'est lié tout simplement au non-renouvellement d'un contrat qui avait été signé en 2019 entre l'Ukraine d'un côté et l'entreprise publique russe Gazprom, qui était autrefois le premier exportateur de gaz au monde. Alors l'Ukraine s'est félicitée de cet arrêt en déclarant, je cite, « Nous avons arrêté le transit du gaz russe, c'est un événement historique, la Russie perd des marchés, elle va subir des pertes financières », c'est ce qu'a notamment déclaré le ministre ukrainien de l'énergie, German Galushchenko. En effet, pour l'Ukraine, ça paraît assez évident, continuer ces échanges de gaz et continuer donc à faire transiter comme ça du gaz russe sur son territoire pour aller vers l'Europe. Certes, ça rapportait de l'argent, on revient là-dessus après, mais ça revenait aussi à financer la guerre de la Russie sur son territoire, puisque forcément tout ce gaz russe qui passait chez lui pour être vendu aux pays européens, eh bien c'était de l'argent en plus pour la Russie. Mais alors, avant de s'intéresser aux conséquences de cet arrêt, de quoi est-ce qu'on parle exactement et qu'est-ce que représente ce gaz pour l'Europe? Alors quand on parle de gaz naturel ici, c'est du gaz qui est extrait du sol par forage. Alors comme le charbon, comme le pétrole, c'est donc ce que l'on appelle un combustible fossile, donc issu de la décomposition de matières organiques comme des plantes ou des animaux qui sont enfouis sous la terre pendant des millions d'années. Bon alors en Europe, ça je vous apprends rien, ce gaz il est utilisé pour la production d'énergie, donc pour l'électricité ou pour se chauffer par exemple, c'est le cas dans beaucoup de foyers, ça peut être donc dans les logements mais aussi dans l'industrie ou encore dans les commerces. Et cette énergie issue du gaz fossile, ça représente environ un quart de l'énergie totale utilisée par les 27 pays de l'Union européenne, sachant que là, un quart, c'est un quart pour tout le gaz, pas seulement le gaz russe. Alors l'arrêt dont on parle ici, avec l'Ukraine donc qui arrête de faire transiter ce gaz russe, ça représente un arrêt d'environ un tiers des approvisionnements totaux de gaz russe à destination de l'Europe. Alors ça représente un manque à gagner d'environ 800 millions d'euros par an pour l'Ukraine et 5 milliards d'euros pour Gazprom. Alors pourquoi est-ce que le gaz qui passe par l'Ukraine, c'est seulement un tiers du gaz russe en Europe? Eh bien parce que l'Europe reçoit aussi du gaz russe via Turkstream, qui est un pipeline qui passe sous la mer Noire, avec son prolongement ensuite, Balkan Stream. Bon, et je rentre pas dans les détails, mais il y a aussi le gaz naturel liquéfié, qui est acheminé par des navires méthaniers, et qui peut venir lui aussi éventuellement de Russie, même si les importations sont moins importantes depuis quelques années. Il y a donc un impact, mais un impact qui est à nuancer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis février 2022, l'Europe a largement diminué sa dépendance au gaz russe. L'Europe se tourne davantage désormais vers la Norvège, les États-Unis, l'Azerbaïdjan ou encore le Qatar. Et en fait, si on rentre dans les détails, fin 2023, le gaz russe ne représentait plus que 8% des importations de l'Union européenne, sachant que l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus aucun gaz russe dans l'Union européenne d'ici à 2027. Mais alors, quelles vont être les conséquences pour nous à l'échelle de l'Union européenne? Eh bien, en fait, ça va beaucoup dépendre du pays dans lequel vous êtes. En fait, chaque pays européen a ses propres fournisseurs de gaz. Et déjà, il faut savoir que cette route gazière par l'Ukraine, ça représentait que 5% des importations de gaz de l'Europe, en tout cas avant la coupure de ce mercredi. C'est donc absolument pas majoritaire, mais le truc c'est que c'est une moyenne, et donc il y a certains pays qui sont encore très dépendants du gaz russe, et c'est notamment certains pays en Europe de l'Est. On peut aussi citer certains pays comme l'Autriche. Le cas peut-être le plus critique, c'est celui de la Moldavie. La Moldavie, c'est donc un pays qui est situé entre la Roumanie et l'Ukraine, qui a d'ailleurs décrété l'état d'urgence énergétique. En effet, en 2024, environ 70% de sa consommation de gaz provenait de la Russie. Résultat, à cause de cette coupure, les habitants sont invités, je cite, à s'habiller chaudement, se regrouper dans une seule pièce et à ne pas utiliser des moyens de chauffage artisanaux pour prévenir les risques d'incendie. Et en fait, souvent, c'est des difficultés qui sont liées à un enclavement géographique. En gros, c'est des pays souvent qui n'ont pas d'accès à la mer et qui n'ont pas donc beaucoup de choix pour l'approvisionnement en gaz. Là, c'était le cas de la Moldavie, mais dans certains cas et pour certains pays, il y a aussi des raisons politiques, puisque certains veulent maintenir des liens, y compris économiques donc, avec le gouvernement russe. Parmi ces pays qui sont proches de la Russie,
Russie, c'est le cas par exemple de la Slovaquie, un pays qui est membre de l'Union européenne, mais qui est aussi proche de la Russie, avec un gaz russe qui représente près de 90% de ses importations en 2024. Alors cette coupure par l'Ukraine a mené à des tensions entre le Premier ministre slovaque et le gouvernement ukrainien. Surtout que, il faut le savoir, l'Ukraine s'est connectée au réseau électrique européen pour se fournir en électricité. Bref, ça mène à certaines tensions pour ce qui est de la question de la France, puisque forcément, j'imagine que vous posez la question, eh bien les conséquences sur le prix du gaz devraient être a priori relativement limitées, car le pays dépend assez peu aujourd'hui du gaz russe. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens directement en description. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, que ce format il est aussi dispo en version podcast audio. Pour ça, et pour bien démarrer cette nouvelle année, vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre, vous allez pouvoir le retrouver. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Aux États-Unis, un homme a foncé sur la foule au volant d'un pick-up dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans en Louisiane avant d'ouvrir le feu sur les forces de l'ordre. Au moins 15 personnes ont été tuées et une trentaine ont été blessées. L'assaillant est un ancien militaire américain âgé de 42 ans, Shamsuddin Jabbar, et il a été tué par la police qui a d'ailleurs retrouvé un drapeau de l'État islamique, des armes et des engins explosifs improvisés dans son véhicule. Selon le président américain Joe Biden, il avait publié sur les réseaux sociaux des vidéos indiquant qu'il était inspiré par l'État islamique. Le FBI a ensuite confirmé qu'il avait rejoint Daesh cet été. Et toujours d'après le FBI, personne d'autre n'est impliqué dans cette attaque. A noter que quelques heures après cette attaque, un véhicule Tesla Cybertruck, donc un pick-up de la marque du milliardaire Elon Musk, a explosé devant l'hôtel Trump de Las Vegas. Une personne qui était présente à l'intérieur du véhicule est décédée et 7 autres ont été légèrement blessés. D'après le shérif de Las Vegas, des bidons d'essence et de gros mortiers de feux d'artifice étaient présents à l'arrière du véhicule. Selon le FBI, il n'y a cependant aucune connexion entre cette explosion et l'attaque à la Nouvelle-Orléans. Deuxième actu, l'autorité palestinienne a suspendu la diffusion et les activités de la chaîne d'information qatari Al Jazeera dans les territoires palestiniens. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. L'autorité palestinienne, c'est l'autorité politique qui administre la Cisjordanie, l'un des territoires palestiniens donc, et concrètement, elle accuse Al Jazeera de diffuser des contenus et reportages caractérisés par de la désinformation, de l'incitation à la sédition, donc à la révolte. Elle accuse aussi la chaîne d'ingérence dans les affaires internes palestiniennes selon Wafa. Cette décision intervient après la diffusion par la chaîne qatari de contenus sur les affrontements entre l'autorité palestinienne et des factions armées comme le Hamas et le djihad islamique à Jénine en Cisjordanie. Ces affrontements ont mené à la mort d'une dizaine de personnes ces dernières semaines. De son côté, le Hamas a condamné la décision de l'autorité palestinienne qui l'associe à un acte répressif destiné à faire taire les voix dissonantes. A noter qu'en mai dernier, Israël avait décidé d'interdire la diffusion d'Al Jazeera dans le pays. L'armée israélienne a plusieurs fois accusé les journalistes de cette chaîne d'être des agents terroristes à Gaza affiliés au Hamas. Sinon, toujours au sujet de Gaza, au moins 25 personnes ont été tuées depuis le passage à l'année 2025 par 3 frappes israéliennes selon la défense civile du territoire palestinien. Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a quant à lui menacé d'intensifier les frappes dans la bande de Gaza si le Hamas ne permet pas prochainement la libération des otages israéliens et continue de tirer des roquettes en direction d'Israël comme il l'a fait ces derniers jours. En tout cas, plus de 45 500 personnes ont été tuées à Gaza depuis octobre 2023 selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Troisième actu, l'eurodéputée La France Insoumise Rima Hassan est de nouveau visée par une plainte pour apologie du terrorisme selon le journal Le Point. Cette plainte, qui a été déposée le 30 décembre par l'Observatoire juif de France, vise notamment un de ses tweets publiés le 18 décembre dernier dans lequel elle avait écrit, je cite, « Si les franco-israéliens sont autorisés à servir dans l'armée israélienne tout en jouissant des acquis de la double nationalité, tout franco-palestinien doit pouvoir rejoindre la résistance armée palestinienne. » Pour l'avocate et co-autrice de la plainte Rachel Lefebvre, interrogée par Le Point, Rima Hassan assume la légitimité du Hamas et appelle même à rejoindre la résistance armée, alors que le mouvement islamiste palestinien est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. De son côté, Rima Hassan a réagi sur X, accusant l'Observatoire juif de France d'appartenir, je cite, au réseau de propagande du régime israélien. Quatrième actu, après 13 ans d'attente, la Roumanie et la Bulgarie ont pleinement intégré l'espace Schengen ce mercredi à minuit. Cette zone de libre circulation comprend donc désormais 25 des 27 pays membres de l'Union européenne, ainsi que la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. L'espace Schengen permet à plus de 400 millions de personnes de voyager entre ces pays sans passeport et sans se faire contrôler aux frontières. A noter que des contrôles aléatoires continueront d'être appliqués pendant 6 mois aux frontières terrestres entre la Roumanie et la Hongrie et la Roumanie et la Bulgarie. En tout cas, les dirigeants de la Roumanie et de la Bulgarie ont salué un moment historique alors que leurs pays sont membres de l'Union européenne depuis
depuis 2007. 5e actu, la Poste a lancé un timbre solidaire pour venir en aide aux habitants du département d'outre-mer de Mayotte, ravagé par un cyclone il y a plus de 2 semaines. Selon le dernier bilan de la préfecture de Mayotte, le bilan est de 39 morts et un peu plus de 4000 blessés, ainsi que de très nombreux dégâts matériels. Le timbre est donc en vente dans les bureaux de poste et sur le site internet du groupe depuis ce jeudi. Intitulé Solidarité avec Mayotte, il coûte 2,39 € et il intègre donc un don d'1 € qui est reversé à la Croix-Rouge française. Ces 20 dernières années, la Poste a émis des timbres solidaires à 4 reprises, après le tsunami en Asie en 2004, le séisme en Haïti en 2010 et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Et on finit avec cette actu, les bébés nés depuis ce 1er janvier font désormais partie d'une nouvelle génération, la génération Beta. Elle durera jusqu'en 2039 et elle fait suite à la génération Alpha, qui correspond aux personnes nées entre 2010 et 2024. Avant ça, il y a eu la génération Z, pour les bébés nés entre 96 et 2010, qui succédait aux Millennials, la génération à laquelle j'appartiens, oui, née entre 81 et 96. La durée d'une génération est estimée à environ 15-20 ans, mais elle peut varier en fonction des événements sociaux, technologiques ou historiques marquants. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Voilà donc pour ces actualités aujourd'hui. J'avais le hockey pendant la moitié du tournage. Ce début d'année démarre extrêmement bien. On a quand même réussi à aller jusqu'au bout. Je le disais, rendez-vous en podcast audio pour découvrir ce format en version audio. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.